Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un événement qui a fait sensation à l'époque, en octobre 1934 à Marseille, qui a jeté l'effroi et la stupeur sur la Canebière, l'assassinat de notre hôte, le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier. Et donc je vais essayer de vous raconter cet événement et ses implications, notamment politiques. Battant pavillon royal, le croiseur yougoslave Dubrovnik entrait lentement dans le port de Marseille, salué par des salves d'artillerie, tandis que toutes les cloches de la ville sonnaient à la volée. Il était 16 heures, ce 9 octobre 1934. À son bord, Alexandre Ier, roi de Yougoslavie depuis 1922. Commandant des armées serbes durant la guerre de 1914-1918, et comme son père, le roi Pierre Ier, à qui il succéda, grand ami de notre pays, il était particulièrement heureux d'avoir été invité par la France. Face au péril grandissant des dictatures en Italie et en Allemagne, la France entendait alors resserrer les rangs autour de la petite entente Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Roumanie, et conforter ses relations déjà excellentes avec la Yougoslavie. Le roi est enchanté de débarquer à Marseille, une ville que l'on dit chaleureuse et qui est largement ouverte sur l'Afrique et l'Orient, même si, dit-on également, les gangsters tiennent le haut du pavé et ont parfois la gâchette facile. Il découvrit Marseille dans son adolescence, essentiellement grâce à la poésie et notamment à Frédéric Mistral. Le grand poète provençal célébra Marseille, capitale intellectuelle du monde latin, mais aussi grâce à Edmond Rostand, dont la mort intervenue le 3 décembre 1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale, coïncida avec la véritable entrée de Marseille dans un XXe siècle qui devait être celui du progrès et de la paix. Il faut préciser qu'Alexandre Ier étudiait le français et qu'il le lisait couramment. Quelques jours avant de s'embarquer à bord du Dubrovnik, il avait reçu d'un sympathisant marseillais des poèmes de Joseph Méry, le poète et romancier romantique qui a si bien chanté notre ville, particulièrement dans son ode à Marseille. Et au moment où il approchait des côtes de l'antique fossé, il relut avec émotion l'un de ses poèmes. « Réjouis-toi, Marseille, aux rives de tes ondes, aujourd'hui s'accomplit un labeur de géant. Dieu veut renouveler la face des deux mondes, Suez et Panama t'ouvrent leurs océans. Tu verras des jours tranquilles, la palme d'or au front, la lyre à la main, toi, la plus antique des villes, toi qui seras jeune demain. » Mais il est temps à présent de se préparer pour rencontrer ces Marseillais qui se sont rassemblés très nombreux, lui dit-on, pour l'accueillir dignement. Le roi est excité et impatient comme un enfant. Il revêt d'abord son uniforme d'amiral, bleu, aux épaulettes d'or, barré du ruban rouge de la Légion d'honneur. À ses côtés, posé sur une table, son épée à garde d'or et son bicorne à aigrette blanche. Il refuse la fine cotte de maille que lui propose son valet de chambre. Il faisait si beau et si chaud. Et puis il était en visite dans un pays ami. Il ne risquait donc rien. Dès le matin était arrivé par le chemin de fer M. François Pietri, ministre de la Marine, en redingote noire, M. Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, ancien président du Conseil, académicien français et biographe de Danton, et le général Georges, membre du Conseil supérieur de la guerre, en grand uniforme. M. Pietri et le général Georges, escortés du préfet Joanneau, avec son habit brodé et son bicorne empanaché de blanc, montent dans une vedette qui se dirige vers le croiseur yougoslave.
Aux trois hommes incombait l'honneur d'aller à la rencontre du souverain sur son croiseur, puis de l'accompagner jusqu'au débarcadère où attendait Louis Barthou, entouré de nombreux officiels et militaires. Après un court arrêt à Marseille, où il devait déposer une couronne devant le monument aux morts de l'armée d'Orient, sur la corniche, le roi, accompagné de messieurs Pietri, Barthou et du général Georges, devait rejoindre Paris, but officiel de son voyage, où il devait retrouver son épouse, la reine Marie, fille des souverains de Roumanie. Cette visite devait revêtir un caractère de grande manifestation politique et d'amitié franco-yougoslave. Un important déploiement de forces navales soulignait l'éclat dont la France voulait marquer cette réception. En revanche, il faut bien dire que la mobilisation des forces de police était nettement insuffisante, malgré les menaces terroristes qui planaient sur le roi. La vedette accosta, Alexandre parut, tandis que les batteries du Fort Saint-Jean continuaient de tonner et que les musiques militaires jouaient successivement l'hymne yougoslave et la Marseillaise. Grand, mince, conservant à 46 ans une silhouette de jeune homme, les yeux vifs derrière les verres du binocle qui semblait une réplique de celui de Barthou, il serra, dans un véritable élan d'affection, les mains du ministre et prononça « Comme je suis heureux de me trouver en France !» Le maire, le docteur Rigaud et le conseil municipal au grand complet saluent le roi, mais ils ne participeront pas au cortège, car c'est la France, et non Marseille, qui reçoit le souverain. Alexandre s'installe dans la voiture officielle, une Hispano-Suiza noire, immatriculée 6068 CA6, au toit abaissé au-dessus des sièges arrière. M. Barthou se tient à sa gauche et le général Georges, dos à la marche, sur un strapontin. Une voiture de police les précédait. Puis venait un peloton de garde mobile monté, dont la place eût été plus indiquée sur les côtés du véhicule. Pour toute escorte, encadrant la voiture, deux officiers à cheval, sabre au clair, le lieutenant-colonel Piolet, du 141e régiment d'infanterie, et le commandant Vigourou, de la garde mobile. Quelques minutes s'écoulent, au cours desquelles l'automobile loyale franchit, à la dangereuse lenteur de 8 km à l'heure, le court passage séparant le quai des Belges au pavé de la Bourse. La foule est dense. Elle déborde des trottoirs sur la chaussée, mal contenue par de rares agents, postés à de trop longs intervalles et contre toute prescription de sécurité faisant front au cortège. Deux hommes jeunes, et particulièrement attentifs, semblent ne pas vouloir s'éloigner une seconde du déroulement de cet événement exceptionnel. Le premier s'appelle Honoré Geoffroy. Il est marseillais et vient tout juste de fêter ses 22 ans. Il est reporter photographe au Radical depuis quelques mois. Et il entend bien se faire remarquer par son chef de service à travers la couverture de cet événement. Avec son Gaumont 912, il a déjà fait sa première photo lorsque le roi, sur le débarcadère, serre la main de Louis Barthou. Il s'efforce à présent de suivre à pied, au plus près, la voiture officielle à travers la foule en délire. Le second, la trentaine, beau garçon, solide, bien vêtu, coiffé d'un large feutre gris qui lui dissimule une partie du visage, est adossé au petit kiosque des services de police qui s'élève dans le square Puget, face à la Bourse, et sert d'opportun piédestal aux curieux juchés sur son toit, pour la plupart des gamins. Il est enthousiaste et lance toutes les 20 secondes « Vive le roi !» Oh, c'est sans doute un patriote exalté, désireux d'acclamer de plus près son souverain. Cet enthousiasme avait quelque chose d'émouvant,
rapportera un témoin. Moins de 50 mètres séparent les deux hommes. Honoré Geoffroy dépasse l'Hispano-Suiza qui se trouve au niveau du palais de la Bourse afin de fixer le cortège avec le Vieux-Port et le pont transporteur en toile de fond. Il a réglé sa focale sur l'infini, au 40e, afin d'avoir la plus grande profondeur de champ possible. Il est 16h15 précise. Soudain, on aperçoit un léger remous. Le jeune patriote écarte la foule, sans doute désireux d'acclamer de plus près son souverain. Il se rue sur la chaussée en criant « Vive le roi !» Puis, porté par son élan, il bondit vers la voiture et en gravit le marchepied. De sa main gauche, il s'agrippe au montant de la portière et de la droite, il extrait de sa ceinture un automatique de fort calibre et ouvre le feu. Le lieutenant-colonel Piolet réussit à faire tourner sa monture et sabre violemment l'homme qui continue à vider son arme dans l'habitacle. Cet homme n'est pas un patriote, ce n'est pas un loyaliste enthousiaste, mais un des implacables ennemis d'Alexandre. Il s'appelle Vlada Gordiev, dit Kalémen, et depuis des semaines, il se prépare à abattre celui qu'il considère comme un tyran du peuple croate auquel il appartient. Il est membre de l'association terroriste dite des Oustachis, ce qui signifie les insurgés. Au premier coup de feu tiré par Kalémen, Honoré Geoffroy a lui aussi saisi son arme et il tire au hasard. Il est à 4 mètres du drame. Surpris par la soudaineté de l'attaque, il n'a pas eu le temps de calculer la mise au point. Le cliché est flou, mais il n'en fera pas moins le tour du monde, apportant à chacun la preuve que Marseille est décidément la ville de tous les dangers où même un roi se fait assassiner. Alexandre est déjà affaissé sur la droite du coupé. 2 balles lui ont traversé la poitrine. À ses côtés, le président Barthou, touché à son tour, perd connaissance. Le général Georges est atteint de plusieurs balles, occasionnant de graves blessures. Il s'en sortit miraculeusement, mais lutta pendant 5 mois contre la mort. Il racontera plus tard qu'au moment où le lieutenant-colonel Piolet faisait virevolter son cheval, il avait la tête penchée et notait la direction que suivait le cortège. Soudain, il entendit un bruit sourd de détonation. Il se retourna et vit le roi déjà gisant, inanimé, et le président Barthou ensanglanté. Puis, dans un éclair, il sentit comme de violents coups de poing qu'on lui eût assénés sur la poitrine, le ventre et les jambes. Ensuite, tout se brouilla et il s'évanouit. Le chauffeur Foissac avait stoppé sa voiture et saisi l'agresseur par la manche de son veston. Et il maintenait fermement, tandis que le lieutenant-colonel le frappait de son sabre. Le visage de Kalémen ruisselait de sang. Mais rien ne semblait pouvoir l'empêcher de vider au hasard son parabellum. Dans l'affolement général, les agents de police, la troupe, les membres du cortège s'étaient précipités. On aperçut dans la mêlée son chapeau haut de forme en tête, le ministre yougoslave Jevlic. Des corps tombèrent. Un agent fut mortellement blessé, une femme tuée net. Enfin, assommé, haché de coups de sang, piétiné, roulé, Kalémen s'écroula avant d'être traîné, presque mort, dans un petit kiosque. Tandis qu'Honoré Geoffroy court hors d'haleine vers les locaux du radical, un gendarme soulève le président Barthou, le hisse dans l'une des voitures vides et crie au chauffeur « À l'Hôtel-Dieu, vite !» Cependant, le blessé, contrairement au général Georges, n'a pas perdu sa lucidité. « Pour moi, dit-il, ce n'est pas grand-chose, mais le roi, comment est le roi ?» Et avec ce curieux souci que nous accordons aux détails les plus insignifiants dans les moments les plus tragiques, il s'écria « Et mon lorgnon! Ah, sapristi, où est mon lorgnon ?» Puis il s'effondra, son vêtement tout rouge de sang. Quand il arriva à l'hôpital, où
il était exsangue. Avant même qu'on ait pu opérer une transfusion, il expira. Une des balles avait sectionné l'artère humérale. Le médecin de service hocha la tête. Et ce gendarme qui n'a même pas tenté une ligature, avec une ligature, il était sauvé. Le roi, de son côté, était resté dans l'Hispano Suiza, qui fonçait à toute allure vers la préfecture, devant la foule massée rue Saint-Féréol, ignorant tout du drame, et se demandant quelle mouche avait piqué ce roi qui passait à toute vitesse en semblant se dérober aux acclamations. C'est là, dans les salons de la préfecture, entre les germes de fleurs, les buffets dressés où le champagne refroidissait dans la glace, sur un petit canapé, que le roi fut allongé, agonisant. C'est là que moins d'une heure après son arrivée chez les Belges, il expira en grimaçant de douleur devant les uniformes tachés de son sang et les plastrons d'officiels consternés. Ceux qui ont vécu cette journée du 9 octobre à Marseille se rappellent la stupeur anxieuse, l'effroi confus des témoins, la désolation pesant sur la ville où chacun, confusément, croyait se découvrir une part de responsabilité personnelle dans cette tragédie et ressentait, en devinant dans la nuit qui tombait la masse noire de Dubrovnik se dressant dans le port, comme un reproche et comme une menace. Et par-dessus tout cela, un sentiment de honte et d'humiliation. Le lendemain, le jour se leva sur une cité en deuil où soufflait, en gémissant, un violent mistral. À l'aube, le train spécial de la Reine Marie entra en gare. Il avait été détourné la veille dès la frontière française de son itinéraire initial, et le préfet du Doubs, M. Peretti de la Rocca, s'était présenté devant la Reine Marie, porteur du funèbre message. Maîtrisant sa douleur, luttant contre un évanouissement qui devait nécessiter, allons le saunier, l'intervention d'un médecin, elle avait eu pourtant la force de prononcer. Ma seule consolation est de penser que mon mari est mort sur cette terre de France, le pays qu'il aimait le plus après le sien. À la préfecture de Marseille, le grand salon avait été transformé en chapelle ardente. Le roi et le président Barthou reposaient côte à côte. Leurs masques mortuaires furent alors réalisés par les ateliers de François Carly. Ils seront remis au musée du comité du Vieux-Marseille le 17 février 1935 en présence des autorités civiles, militaires et religieuses, au premier rang desquels figuraient le docteur Ribot et Monseigneur Dubourg, évêque de Marseille. Malheureusement, ils ont depuis mystérieusement disparu. On imagine l'émotion de la reine lorsqu'elle pénétra dans le grand salon de la préfecture. Mais son attitude digne étonna tous les témoins. Peu après la reine était introduit le président de la République, M. Albert Lebrun, et les membres du cabinet arrivaient précipitamment de Paris. Au début de l'après-midi, un fourgon funèbre ramena sur le Dubrovnik la dépouille royale et les témoins remarquèrent le déploiement exagéré du service d'ordre alors que, malheureusement, tout était consommé. Parvenue au ponton, la bière, confiée à la garde des officiers français, fut solennellement remise par eux à leurs camarades yougoslaves et hissée à bord du croiseur. La reine, voilée de crêpe, vivante image de la douleur, mais refoulant ses larmes et conservant toujours son attitude de majesté royale, prit congé du président Lebrun, puis, accompagné de sa seule suite yougoslave, rejoignit le Dubrovnik. Désormais, par la fiction du code maritime, Alexandre et elle se retrouvaient sur le sol de leur patrie. Alors, cessant de lutter, écroulés
le front touchant le bois du cercueil, ne voulant plus être qu'une simple veuve et un cœur brisé, elle éclata en sanglots. Le Dubrovnik reprit la mer, encadré par les croiseurs Colbert et Duquesne. Gare à Saint-Charles, un wagon de chemin de fer se referma sur le cercueil râpé de tricolore où reposait Louis Barthou. Dans les locaux de la Sûreté, gisait une forme informe, un corps disloqué, mutilé, tordu, plaqué de sang séché, cadavre méconnaissable et déjà pourrissant, celui de Vlada Gordiev, dit Suk, dit Tchernozodensky, dit Petrus Kalimen. Un même Mistral aérait cette morgue, rabattait les fumées du croiseur et celles du train funèbre, balayait la ville et la mer comme éparpillant des lambeaux d'histoire, précurseurs d'autres tempêtes. Comme on peut l'imaginer, les réactions sont unanimes dans la ville pour condamner cet assassinat odieux. Monseigneur Dubourg invita aussitôt les Marseillais à prier pour les malheureuses victimes, le roi et le président Barthou, ainsi que pour le général Georges qui luttait contre la mort. Il rappela que Marseille était une ville de paix et de fraternité, qui s'était toujours révoltée contre la violence et le crime, et que, 60 ans plus tôt, dans les jardins du couvent de la Serviane, Mère Marie de Jésus, une religieuse marseillaise, avait été assassinée par un anarchiste exalté, ce qui souleva alors une intense émotion et la mobilisation de la population fermement unie pour la circonstance. Monseigneur Dubourg adressa par ailleurs un courrier à la Reine Marie pour lui faire part de son chagrin et lui adresser ses plus sincères pensées. L'ensemble de la classe politique marseillaise manifesta également son émotion et sa colère dans les jours qui suivirent. M. Marcel Basset, membre du PCF et du syndicat des dockers, condamna sans embâche ce crime et le terrorisme aveugle qui se manifestait un peu partout en Europe. M. Paul Barlatier, alors président de la Chambre de commerce de Marseille, s'exprima en termes analogues. Simon Saviani, premier adjoint du maire de Marseille, malgré ses sympathies évidentes pour Mussolini, que l'on soupçonna très vite d'avoir commandité l'attentat, condamna également avec la plus grande énergie l'assassinat du roi et de Louis Barthou. La police commença rapidement son enquête. Elle apprit d'abord que l'assassin était négociant à Prague, mais que plus que le négoce, il exerçait la profession de tueur pour le compte des Oustachis. À la tête de cette association terroriste très active se trouvait le célèbre Ante Pavelić, avocat à Zagreb, dont on parlera beaucoup par la suite lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces Oustachis représentaient l'élément militant de l'opposition croate à l'intégration de leur pays dans le royaume des Serbes, croates et slovènes, nés de la paix de 1919. Soumis à une autorité qu'ils n'acceptaient pas, persécutés dans leur foi, les Croates étant catholiques et les Serbes orthodoxes, les opposants à l'appel de Pavelić avaient inauguré dans le royaume une agitation politique souvent très violente et allant jusqu'à l'assassinat. Les Oustachis, par ailleurs, s'étaient ralliés à une organisation plus générale et encore plus radicale, l'ORIM, Association des révolutionnaires macédoniens, qui siégeait à Sofia, en Bulgarie, et dont le chef était un certain Ivan Mikhailov, dit Vancho le Terrible. L'ORIM nouait des complots dans tous les Balkans, mais aussi en Hongrie, en Autriche et en Italie, où elle jouissait d'une impunité totale, voire du soutien du gouvernement fasciste. En effet, Mussolini, à la tête du pays depuis 1922, supportait mal de contempler sur les cartes de géographie une Dalmatie qui n'était point italienne. Dans les moindres écoles de la péninsule, le maître faisait répéter à des gamins enrégimentés ces réponses chantées en chœur.
A chi la Dalmatia? A noi! A chi la Corsica? A noi! A chi la Savoia? A chi Nizza? A chi Tunisie? A noi! Ainsi, on comprend que tout bouleversement de sa voisine orientale, la Bulgarie, et tout bouleversement dans la structure de l'Europe ne pouvait que sourire aux dictateurs. Quant à Hitler, qui depuis 1933 était le maître de l'Allemagne, s'évisé sur la Tchécoslovaquie s'accommoderait fort bien d'une Yougoslavie désorganisée. Substitué au francophile Alexandre, sans autre héritier qu'un enfant de 11 ans, le futur Pierre II, une régence favorable à l'Allemagne et exploitant la juste colère d'un peuple dont le souverain aurait été assassiné sur le sol français, constituerait pour lui une éclatante victoire sur la Yougoslavie, mais aussi sur la France. De là à voir dans cet assassinat la main de l'Allemagne nazie, il n'y a qu'un pas que certains observateurs franchirent en pointant du doigt, au début des années 60, un officier général allemand, un certain Hans Speidel, alors commandant en chef des forces terrestres de l'OTAN, et qui était en 1934 attaché militaire de l'ambassade allemande à Paris. En 1960, la RDA affirmera qu'il était dans le secret de l'assassinat et l'accusa par ailleurs d'avoir dénoncé le maréchal Rommel auprès des nazis après le complot contre Hitler le 20 juillet 1944. Spiegel avait fait partie du premier cercle des conspirateurs de ce complot et son rôle avait été d'obtenir le ralliement de Rommel. Soutenu par la quasi-totalité des membres de l'OTAN, Spiegel saisira alors la justice, mais bien qu'ayant gagné son procès, le doute subsista quant à son implication et celle du Troisième Reich dans la tragédie de Marseille. Pour en revenir à Ante Pavelić, épaulé par Rancho, il transforma en 1930 son organisation, les Oustachis, en véritable école de terroristes, dans laquelle les hommes apprenaient le maniement des armes et s'exerçaient au tir à la cible, où était dessinée le plus souvent la silhouette d'Alexandre Ier. La plupart de ces hommes déterminés portaient tatoué sur le corps l'insigne des Oustachis, un crâne entre deux tibias, et la devise « la liberté ou la mort ». Avant leur admission, ils devaient prêter serment d'après la formule « Je jure devant Dieu et sur ce que j'ai de plus cher, que je combattrai chez les Oustachis pour la création de la Croatie libre et indépendante, que j'obéirai à tous les ordres et que je conserverai fièrement les secrets qui me seront confiés. Avec l'aide de Dieu, je le jure. » Le voyage du roi de Yougoslavie en France ne pouvait avoir des conséquences redoutables pour les Oustachis, car il donnerait un coup d'arrêt aux aspirations croates et aux ambitions italiennes. C'est à Lausanne que Kelemen retrouva 3 de ses camarades désignés comme lui pour supprimer le roi, soit à Marseille, soit à Paris, si l'attentat de Marseille ne réussissait pas. Ils se nommaient Kral, Pospisil et Raj, mais leur passeport truqué les baptisés Malny, Novak et Bénès. Les 4 hommes arrêtèrent ensemble les dernières dispositions. Novak et Bénès demeureraient en attente dans la capitale, tandis que Malny et Kelemen gagneraient Marseille. En effet, par précaution, ils ne descendirent pas d'abord à Marseille, mais à Aix-en-Provence, à l'hôtel Moderne, où Kelemen allait recevoir la visite à plusieurs reprises d'une fort jolie femme, Maria Woodruff. La directrice de l'hôtel Moderne, probablement impressionnée par la courtoisie et la discrétion des 2 voyageurs, ferma les yeux sur les allées et venues de Maria dans la chambre de Kelemen, qu'elle attribuait à quelque idine, sans remarquer
remarqué les lourds paquets apportés chaque fois, qui, bien que d'aspect inoffensif, contenaient en fait tout un arsenal, grenades, parabellum, revolvers, tels qu'on les retrouvera par la suite sur l'assassin du roi. La belle Maria disparaîtra, sans laisser de traces, le soir du 9 octobre. Certains historiens assurent qu'elle se serait noyée en traversant un pont du Rhône par suite d'une embardée qui la précipita dans le fleuve au volant de sa voiture. Le mystère reste entier sur cette femme énigmatique dont on ignore encore presque tout, même le nom véritable, car dans la logique des Oustachis, le nom qu'elle donna ne pouvait être qu'un nom d'emprunt. Après l'attentat, les efforts de la police se portèrent d'abord sur la recherche de Manneville. Mais celui-ci avait quitté Marseille le soir même de l'attentat, et on le retrouva 10 jours plus tard à Fontainebleau, où il fut arrêté, complètement épuisé, après une chasse à l'homme dans la forêt de Fontainebleau. Il comparut avec 2 autres camarades, Novak et Bénès, arrêtés à proximité de la frontière suisse, à Aix-en-Provence, devant les assises des Bouches-du-Rhône, en février 1936. À l'issue de ce procès, qui tint la France et l'Europe en haleine, le bâtonnier de Saint-Auban, répondant aux accusations de terrorisme concernant les 3 hommes, acheva sa plaidoirie par cette phrase vraiment prophétique. Terroristes? Mais que peut-on désormais appeler terroristes dans le bouleversement mondial dont nous avons été les témoins? Nous ne savons que trop, messieurs, à notre époque, que le terroriste de la veille est souvent le chef du lendemain. Le bâtonnier de Saint-Auban ne croyait pas si bien dire. Les 3 hommes condamnés aux travaux forcés à perpétuité seront relâchés en 1941 par les Allemands. Quant à Ante Pavelić, condamné à mort par contumace, il avait régné, par la grâce de l'Axe, sur la Croatie libérée. Mais revenons à présent à Marseille, au cours des jours qui suivirent le drame. La cité phocéenne, profondément choquée et traumatisée, n'imaginait pas encore qu'on allait désormais la considérer dans la France entière comme une espèce de monstre sans âme, un chien enragé qu'il fallait absolument abattre. Au lendemain de l'assassinat du roi, on assista en effet à un déchaînement sans précédent dans l'opinion française, comme si Marseille elle-même avait assassiné son hôte de passage. La France, dépitée, à l'image de son gouvernement, semblait se défouler de ses rancœurs sur la cité phocéenne qui fut mise ex abrupto en marge de la nation. En observant de plus près le ministère Doumergue, en place lors du drame de Marseille, je me suis amusé à classer les ministres du gouvernement en fonction de leur réaction par rapport à l'événement. Il y avait d'abord ceux qui pensaient que cet attentat, s'il se produisait à Marseille, aurait pu aussi bien survenir à Paris ou partout ailleurs en France, et que la cité phocéenne ne pouvait être tenue pour responsable de celui-ci. Parmi eux, Gaston Doumergue, président du Conseil, l'ancien président de la République de 1924 à 1931, le très populaire Gastounet, comme on l'avait surnommé affectueusement, était gardois. Et peut-être à cause de cela, solidarité méridionale oblige, avait une affection particulière pour la Provence et pour Marseille. En 1927, il avait inauguré, en tant que président de la République, les escaliers monumentaux de la gare Saint-Charles. François Pietri, ministre de la Marine, dont la voiture suivait celle du roi et de Louis Barthou le jour de l'attentat. Brillant et incisif, le député corse, international à l'épée en 1921, qui sera chargé d'assurer l'intérim au Quai d'Orsay, se fera l'avocat de notre ville après le flot de calomnies qui la submergea au lendemain du sanglant attentat. Enfin, Ernest Denain, ministre de l'Air et créateur de l'école de l'air de Salon de Provence. Et puis il y avait
ceux qui estimaient que Marseille était incontestablement une ville où il était plus facile de réaliser et de réussir un attentat, comme Édouard Herriot, ministre d'État, ancien président du Conseil, maire radical de Lyon, le général Philippe Pétain, ministre de la Guerre. Enfin, dernière catégorie, ceux, les plus nombreux, qui pensaient que Marseille était une ville de truands, un repère de cancers, de gangsters et de terroristes venus de toute l'Europe, et que la cité phocéenne portait toute la responsabilité du drame qui humiliait la France entière. Parmi lesquels Henri Queuille, ministre de l'Agriculture, Pierre Laval, ministre de l'Économie, Pierre-Étienne Flandin, ministre des Travaux publics, Lucien Lamoureux, ministre du Commerce et de l'Industrie, Germain Martin, ministre des Finances, Aimé Berthoud, ministre de l'Éducation nationale, Ernest Marquet, ministre du Travail, Georges Rigolet, ministre des Pensions, Victor Mallarmé, ministre des Télégraphes et Téléphones, Louis Marin, ministre de la Santé et de l'Éducation physique, William Bertrand, ministre de la Marine marchande, Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Vous voyez pratiquement tout le gouvernement. Alors, Albert Sarraut devra démissionner après l'assassinat en tant que responsable de la sécurité publique en France. Dans cette dernière catégorie, ce qui faisait porter donc l'entière responsabilité du drame sur Marseille, la palme revient sans hésitation au ministre de la Santé, le plus virulent sans doute après Albert Sarraut parmi les ministres qui jetèrent l'opprobre sur Marseille. Il s'appelait Louis Marin. Ce professeur d'ethnographie, né en 1871, dans la partie de la Meurthe restée française après le traité de Francfort, fut élu député après la guerre et il siégeait à l'Assemblée, au centre droit, où il était facilement reconnaissable avec sa moustache à la gauloise, son éternelle veste bleue et sa lavalière à pois blanc. Symbole de la droite nationaliste, ce patriote pur et dur est effrayé par l'image cosmopolite de la cité phocéenne. Il y avait alors à Marseille 100 000 Italiens, 15 000 Espagnols, auxquels s'ajouteront les réfugiés de la guerre d'Espagne, près de 20 000 Arméniens échappés du génocide et tous ceux qui fuyaient les dictatures de leur pays. Mais il est surtout contaminé par le virus Marseille-Chicago que confortait l'assassinat du roi, et il en vint tout naturellement à tirer à boulet rouge sur notre ville sans prendre même le temps d'y regarder de plus près. Marseille, d'abord surprise par cette réaction virulente de nos dirigeants, de l'ensemble des médias et d'un grand nombre de Français, ressentit cela comme un camouflet et surtout une injustice. Car enfin, pouvait-on décemment mettre en cause les Marseillais et leur municipalité? Il faut rappeler que le service d'ordre était du seul ressort du préfet et de la police, dont dépendait directement de Paris. On accusa le maire, le docteur Ribaud, d'avoir refusé les hommes nécessaires à la protection du souverain yougoslave. Cette accusation était absurde et ne reposait sur rien, car en fait, le maire ne fut jamais consulté, ni d'ailleurs son premier adjoint, Saviani. Et il avait devenu d'autres rôles dans la préparation de cette visite royale que celui de la décoration du parcours. J'insiste sur ce point, la ville n'eut d'autre rôle que celui de la décoration du parcours. On préféra, en haut lieu, rechercher des responsabilités où il n'y en avait pas, plutôt que de regarder, par exemple, du côté de l'Italie. Cette conviction terrible que Marseille était une ville où régnait le banditisme et l'insécurité, puisque même un roi n'était pas en sécurité, s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute la France. Comment expliquer, me direz-vous, cet acharnement de Paris et de tout le pays contre Marseille, responsable de tous les maux? La presse n'a fait en fait que répercuter, en les amplifiant, les sentiments des Français, qui eux-mêmes croyaient ce que leur disaient les plus hautes autorités de l'État.
cette attitude de l'État envers Marseille. La meilleure explication est sans doute celle qui nous est donnée par Olivier Bourrat dans son excellent ouvrage « Marseille ou la mauvaise réputation ». Marseille fait peur. Elle fait peur en raison même de son passé. Durant toute son histoire, et sous tout le régime, elle s'est insurgée, parfois violemment, a fait montre d'indépendance, n'a pas accepté la domination de l'État centralisateur et les contraintes qu'il lui imposait, que ce soit sous la monarchie de droit divin de Louis XIV ou la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, sous la Révolution, à l'époque de Fréron et Meignet, où elle devient la ville sans nom, sous le Premier Empire de Napoléon Ier, qu'elle détestait, ou le Second Empire, pourtant généreux envers elle et en dépit des flatteries de Napoléon III, sous la Troisième République, celle de M. Thiers, pourtant un vrai Marseillais, mais à qui elle ne pardonnait pas les répressions de la Commune, ou celle de Gambetta et de Ferry, profondément anticléricale, alors qu'elle restait très attachée à l'Église et à ses prêtres. Certes, on peut lui reprocher d'avoir récolté ce qu'elle avait semé tout au long de son histoire. Mais, voyez-vous, si elle avait été différente, elle se serait trahie elle-même. Elle ne se serait pas reconnue dans une glace. Marseille n'aurait plus été Marseille, la rebelle, la fière, l'indentée. En attendant, elle est devenue à ce moment-là la ville à abattre. Et comme il fallait bien trouver à ses juges un motif pour se donner bonne conscience, on l'accusa d'incurie, de lâcheté, d'incapacité, de malhonnêteté. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Il faut bien dire que depuis la mort de son bien-aimé maire, le très populaire Siméon Flessière, le médecin des pauvres, l'ami des ouvriers, le 26 mars 1931, le jour même de son 80e anniversaire, laissant les Marseillais désemparés, la réputation de la ville était devenue exécrable. Cela s'explique peut-être d'abord par une réussite et des succès trop rapides, ce qui suscita la jalousie. Marseille est passée en un siècle de 100 000 à 600 000 habitants. Partout, on construisait des avenues à la Haussmann, de grandes places quadrangulaires, de majestueux immeubles bourgeois, des hôtels particuliers. Certes, la crise économique de 1929 toucha aussi Marseille, mais l'empire colonial permit à la cité phocéenne de limiter les dégâts. Inaugurant la foire de Marseille en 1932, Albert Sarraut, déjà lui, il était alors ministre des colonies, déclarait devant les industriels marseillais « Il faut à l'empire colonial français une économie dirigée, c'est-à-dire une discipline, une collaboration, une concentration dans les efforts. » Le port de Marseille résista de façon satisfaisante à la crise économique mondiale, ce qui ne pouvait que combler d'aise la Chambre de commerce, mais il faut bien dire que la plupart des notables qui la composaient cédèrent à l'illusion coloniale. On put lire alors sur le sémaphore du 31 décembre 1935 « Une France d'outre-mer, renouvelée dans sa pensée, dans son plan, dans sa méthode, renaît. Elle s'est adaptée aux circonstances de la production et de la concurrence, aujourd'hui internationale et intensive, ferme autant que raisonnée dans notre confiance et notre espérance, disons salut à l'an colonial qui vient. » Cependant, les plus lucides des négociants marseillais, comme Édouard Rastoin, comprirent très vite que ce n'était là qu'un répit. Au début des années 30, donc, la ville avait atteint une puissance et une prospérité exceptionnelles. Imaginez donc, Marseille, premier port de l'Empire, Marseille débordante de force et de bonheur, Marseille fraternelle, ouverte à tous les immigrés et les opprimés, Marseille fraternelle aussi dans la fête, les plaisirs et les grandes manifestations, Marseille de Pagnol, de Vincent Scotto et de ses fameuses opérettes,
Marseille, ville de culture et d'intelligence. Marseillais, tout ce genre d'esprit, disait déjà Flaubert en son temps. Mais, où le contraste était de plus en plus visible et criant entre la richesse clinquante et la plus farouche misère, les quartiers riches et ceux en difficulté à la périphérie, sans plan ni voirie. Les files d'attente le matin à l'embauche démontraient tous les jours que la crise sociale était bien réelle, même si les Marseillais faisaient semblant de ne pas la voir. Alors voilà que des hommes nés pauvres mais intelligents, et beaux garçons, des gueules d'amour, comme l'on disait à l'époque, qui avaient quitté l'école très tôt et exerçaient une quantité de petits métiers, dockers, camelots, vendeurs de rue. Des hommes voulant s'en sortir et gagner leur place au soleil, découvrir dans la violence le plus sûr moyen d'obtenir la respectabilité. Ils s'appelaient Carbone, Spirito, Mangiavaca, Venturini, et sont à l'origine de cette réputation lamentable de la ville devenue Marseille-Chicago, insulte jetée sans relâche par la presse parisienne, mais que les Marseillais, excédés et par provocation, se firent alors presque un plaisir d'entretenir, même si cela devait nuire de plus en plus à l'image de notre ville dans le monde. Ajoutez à cela la collusion entre ces gens, par ailleurs, pour la plupart ardents patriotes, avec les politiques, tout au moins certains politiques, comme le député premier adjoint du maire, Simon Saviani, et l'on obtient ce cocktail explosif qui entretint cette réputation en partie imméritée durant les années 30. Les années 30, on ne peut pas le contester, ce fut à Marseille le temps des combines, oui, des meetings houleux, des élections truquées, des morts qui votent, du clientélisme. Mais, il faut le préciser, en respectant une certaine éthique et en évitant, autant que faire se peut, de faire couler le sang. Alors, il faut raison garder et bien comprendre que si Marseille, dans les années 30, n'est plus Massalia, la ville, écrivait Tacite, où règne dans une heureuse harmonie la politesse grecque et la frugalité provinciale, elle n'est pas non plus Sodome, et encore moins Chicago, en dépit de l'omniprésence du milieu marseillais, des gesticulations des savianistes et de quelques regrettables affaires aussitôt montées en épingle. Pierre Lecas, le jovial chef de la sûreté marseillaise, se hérissait presque quotidiennement en lisant les journaux parisiens qui accusaient tous les policiers marseillais de collusion avec la pègre. Et ne manquait pas, en toutes circonstances, de rappeler l'intégrité et l'abnégation de nos policiers, et de citer par exemple le courage des 3 inspecteurs tués lors du braquage sanglant de la poste de Saint-Barnabé en avril 1932. À Marseille, affirmait-il haut et fort, la sécurité des honnêtes citoyens est assurée et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Malheureusement, notre événement dramatique allait, une fois encore, placer notre ville sous les feux de l'actualité et apporter bien à propos de l'eau au moulin des détracteurs de la cité phocéenne. L'incendie des nouvelles galeries, bien sûr, au cœur même de la ville, en octobre 1938, que j'ai souvent évoqué d'ailleurs à travers différentes conférences. Cette catastrophe qui fit 73 victimes et se déroula en présence des plus hautes autorités politiques du pays, dont le président du Conseil, Édouard Daladier, et M. Édouard Herriot, maire de Lyon, venu assister au congrès du Parti radical organisé cette année-là dans notre ville, souleva l'indignation des médias et des politiques parisiens qui tirèrent à boulets rouges sur nos pompiers et visèrent à travers eux le trop populaire maire de Marseille, Henri Tassou.
En juin 1939, à la Chambre, le nouveau président du Conseil, Paul Reynaud, qui succéda à Édouard Daladier à la présidence du Conseil, stigmatisa violemment la continuité des édits de Marseillais dans l'impéritie. Il dénonça pêle-mêle le piteux état des monuments de la ville, la gabégie dans la gestion des hôpitaux et la distribution de l'eau, le mauvais entretien des locaux scolaires, l'insuffisance des moyens pompiers. La cause en est, dira-t-il, le démembrement et la dégradation de l'autorité municipale. Mais enfin, soupira Tasso en lisant le discours de Paul Reynaud, je n'étais maire que depuis 3 ans. Le drame des nouvelles galeries aura donc des conséquences calamiteuses pour Marseille, assimilées à un incapable majeur. Voyez-vous, je ne prétends pas nier les évidences. L'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie, les campagnes électorales durant lesquelles on jouait violemment du pistolet, les coups de main et les fusillades des savianistes et de leurs alliés du grand banditisme, l'incendie des nouvelles galeries, sa gestion désastreuse, tout cela est vrai, tout cela a bien existé. Mais l'enchaînement des événements et les menaces de guerre de plus en plus précises dans un climat de crise mondiale et de montée des extrémismes ont dérangé la mémoire. Les propos tendancieux et irresponsables, martelés à chaque occasion, ont fini par imposer dans les esprits des idées reçues et à conforter cette mauvaise réputation de la ville qui lui colle toujours à la peau. Après la guerre, au moment où Marseille montrait l'exemple de son dynamisme dans la reconstruction, Louis Marin, l'ancien ministre de la Santé et ministre d'État à titre honorifique dans le gouvernement Reynaud en 1940 avant l'armistice, était de passage à Marseille, la ville qu'il avait si souvent stigmatisée. Le vieil homme à la veste bleue confia alors à un journaliste qu'il avait reconnu sortant de l'hôtel Beauvau: « J'ai été stupide et aveugle. J'ai calomnié votre ville et croyez bien que je le regrette. Il faut se méfier des idées reçues. » Il faut se méfier des idées reçues. Comme cela est vrai. Les idées reçues, à propos de Marseille, on l'a vu dure. Et encore aujourd'hui, elles restent vivaces, extrêmement vivaces. Si l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie eut des conséquences néfastes sur Marseille, comme on l'a vu, il eut aussi des conséquences considérables, notamment politiques, sur la France et sur l'Europe entière. Il faut d'abord préciser que si l'on évoque toujours le roi Alexandre et Louis Barthou comme victimes de cette funeste journée du 9 octobre, on ne dénombrera pas moins, après la fusillade qui s'ensuivit, 10 victimes dans le cortège royal. Et dans la foule qui se pressait sur les trottoirs, 9 autres personnes furent également atteintes par des balles perdues. 4 d'entre elles succombèrent à leurs blessures dans les jours suivant l'attentat, dont Yolande Ferry, jeune et jolie serveuse d'une vingtaine d'années, qui exerçait dans la grande brasserie de la place Castellane, et qui était venue, comme de très nombreux Marseillais, devant le palais de la Bourse pour assister à cet événement historique. Elle fut atteinte par une balle perdue et décéda à l'Hôtel-Dieu le 11 octobre 1934. Mesdames Dumazet et Durbet, venues elles aussi pour voir le roi, trouvèrent également la mort sur la Canebière, où une plaque apposée sur l'emplacement même commémore l'assassinat. Parmi ces victimes, je voudrais citer enfin le gardien de la paix, Léon Galli, qui reçut 2 balles, l'une dans la région du cœur et l'autre au bas-ventre, et mourut à l'Hôtel-Dieu des suites de ses blessures après 1 an de souffrance. En hommage, une petite rue du 12e arrondissement porte son nom. Après ce désastre, du sommet de l'État, des sanctions très graves
vont être prises rapidement, dont la démission d'Albert Sarraut, devenu l'un des plus impopulaires ministres de l'Intérieur de la Troisième République et qui s'abritait toujours derrière Marseille pour masquer ses responsabilités. Puis celle de M. Berthoin, directeur de la Sécurité nationale, et la mise à la retraite de plusieurs dirigeants, et enfin la suspension du préfet. Alors, je voudrais vous lire, à propos des répercussions politiques immédiates en France de l'assassinat du roi Alexandre, je voudrais vous lire un article de Robert Lambel qui parut dans l'Illustration le 20 octobre 1934. La mort de Louis Barthou n'a pas seulement créé une vacance ministérielle. Par les circonstances où elle s'est produite, elle est devenue l'origine d'un remaniement du cabinet d'Oumerde, dont 3 des portefeuilles les plus importants se trouvent dévolus à de nouveaux titulaires. Dès que l'opinion publique connut l'attentat de Marseille, la stupéfaction indignée s'accompagna d'un autre sentiment. Comment un pareil forfait avait-il pu être possible? Par une étrange incurie, les précautions habituellement prises à Paris dans de telles circonstances furent négligées à Marseille. Les sanctions s'imposaient. M. Sarraut, ministre de l'Intérieur, après une enquête rapide mais approfondie, les a rendus publics le 13 octobre. Le préfet des Bouches-du-Rhône, M. Joanneau, a été mis en disponibilité. Le directeur de la Sûreté nationale, M. Berthoin, a été relevé de ses fonctions, ainsi que M. Sisteron, contrôleur général à la même administration, spécialement chargé des voyages royaux. En frappant ainsi les têtes, M. Sarraut a toutefois estimé qu'il devait également se frapper lui-même, et il a remis spontanément sa démission à M. Doumergue. Dans la lettre, d'un émouvant accent où il justifiait cette décision, il disait « Un chef, parce qu'il est le chef, demeure responsable, même s'il a fait, avec ceux qu'il commande, tout son devoir de vigilance contre des fatalités que l'émotion publique n'admet pas. J'ai fait tout mon devoir, mais ma conscience peut être intacte sans que ma responsabilité reste indemne. » En d'autres termes, responsable, mais pas coupable. Alors, ne vous inquiétez pas, Albert Sarraut retrouvera son poste au ministère de l'Intérieur, et cumulé en plus avec celui de président du Conseil de janvier à juin 1936. Il était à nouveau ministre de l'Intérieur lors du dramatique incendie des Nouvelles Galeries le 28 octobre 1938. Ces sanctions auront des effets pour le moins inattendus, puisque le gouvernement Doumergue, privé de ces deux fortes personnalités, Barthou assassiné et Sarraut démissionnaire, dérivera progressivement vers la droite de l'échiquier politique, tandis que dans les rues, les ligues factieuses commencent à s'agiter. Gaston Doumergue fera appel à Pierre Laval comme un ministre des Affaires étrangères et à Paul Marchandeau pour remplacer Sarraut à l'intérieur, deux personnalités qui renforceront cette dérive gouvernementale. Celle-ci finira d'ailleurs par entraîner la démission de Gaston Doumergue le 8 novembre 1934, un mois à un jour près après l'assassinat. Le président Albert Lebrun fera alors appel à Pierre Flandin, chef de l'Alliance démocratique, un parti de droite, pour former le nouveau gouvernement composé de radicaux et de modérés. Je voudrais à présent revenir sur l'assassinat lui-même à la lumière d'éléments peu connus jusqu'à présent et curieusement dissimulés lors de l'enquête initiale. Je vous ai parlé de ce photographe au radical, Honoré Geoffroy, qui a pris ces clichés célèbres, mais l'assassinat a également été filmé, et le roi Alexandre agonisa sous le regard insistant des caméras. La scène sera projetée dans les salles de cinéma du monde entier, ce qui était une première, mais il faut savoir que les autorités tenteront en vain de saisir les pellicules. J'ai également indiqué que Marseille n'avait eu d'autre rôle que celui de décorer de parcours.
C'est tout ce qu'on lui demanda, et il n'était pas question qu'elle puisse empiéter sur les prérogatives de l'État. C'est la France qui recevait cet hôte de marque, et s'il débarquait à Marseille, c'est parce qu'il arrivait par la mer. S'il était arrivé par voie terrestre, ce qui aurait pu être possible, il aurait été obligé de traverser des pays qui lui étaient hostiles, comme l'Allemagne et l'Italie. La priorité de la France pour ce voyage fut donnée au spectacle, au détriment de la sécurité. D'où 3 erreurs fondamentales commises par les autorités françaises. La première, la voiture décapotable. La deuxième, le parcours prévu trop long, 8 à 10 km. Enfin, les 12 policiers cyclistes prévus avaient été remplacés par 2 cavaliers qui devaient encadrer la voiture, mais au moment de l'attentat, ils se trouvaient derrière celle-ci. Par ailleurs, au cours de l'enquête, on affirmait qu'il n'y avait pas eu plus de 3 ou 4 coups de feu tirés, ce qui est totalement faux. Il y eut une véritable fusillade. Plus de 10 coups de feu furent tirés et 15 personnes tuées ou très gravement blessées. Donc nous sommes loin, nous sommes bien loin, vous le voyez, des 3 coups entendus dans la scène filmée. Il semblerait qu'on ait cru bon de les éliminer sur la piste son pour ne conserver que ce qui sera la version officielle, les 3 coups tirés. Enfin, autre point volontairement occulté, mais qui est aujourd'hui une certitude, la balle qui tua Louis Barthou était une balle française. Les conséquences de cette journée sanglante du 9 octobre à Marseille seront considérables dans toute l'Europe. Je ne suis pas loin de penser que l'assassinat d'Alexandre a failli embraser l'Europe orientale comme celui de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine avait été le déclencheur de la Première Guerre mondiale 20 ans plus tôt, le 28 juin 1914. En effet, après l'assassinat du roi de Yougoslavie, le cabinet de Belgrade accusa aussitôt la Hongrie d'avoir hébergé les Oustachis. Dans ce cas, selon toute logique, la petite entente eut attaqué la Hongrie sur 3 fronts. La situation était donc extrêmement tendue et le crime de Calimène à Marseille fallait donc conduire à la guerre en Europe, la guerre qui finira par éclater tout de même 5 ans plus tard. En Yougoslavie, après le drame qui consterna tout le pays, le fils d'Alexandre, Pierre II, âgé de 11 ans, lui succéda. Étant trop jeune pour régner, un conseil de régence tripartite fut mis en place sous la direction d'un cousin du roi défunt, le prince Paul, dont la politique devint rapidement favorable aux forces de l'Axe. Quant aux Oustachis, c'est avec l'effondrement de l'armée yougoslave devant l'armée allemande qu'ils pourront réaliser véritablement leurs aspirations. Pavelić dut céder la Dalmatie à Mussolini, et c'est à ce prix qu'il put entrer à Zagreb en triomphateur, en déclarant, parlant comme un vainqueur, « J'ai abattu l'arme, le roi Alexandre, à vous de tailler les branches, le peuple serbe. » Pavelić plaça la Croatie sous l'autorité nominale d'un prince de la maison de Savoie, et avec l'aide des nationalistes croates modérés, il organisa une sanglante dictature, s'appuyant surtout sur l'Allemagne nazie, qui lui fournira armement et aide financière. C'est à un véritable génocide que se livrèrent Pavelić et les Oustachis sur une population serbe établie sur le territoire du royaume. Ce qui explique, sinon justifie, les représailles exercées par les troupes de Joseph Tito en 1945, dont la liquidation des troupes de Pavelić à Maribor. Comment ne pas mieux comprendre alors ce climat de haine sauvage
qui subsistera 50 ans plus tard entre les deux communautés et expliquera les affrontements sanglants qui surviendront à la mort du maréchal Tito en 1980 et l'implosion de la Yougoslavie. On peut donc dire que l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille aura eu des répercussions sur l'histoire géopolitique de l'Europe jusqu'à une époque récente, très récente. Aujourd'hui, les Marseillais passent le plus souvent indifférents ou ignorants devant un monument commémoratif de cette tragédie situé à l'angle de la préfecture et de la rue de Rome. Ce monument à la paix, dû à Louis Bottinelli, Antoine Sartorio et Elie-Jean Régiane, fut commencé en 1937 et inauguré en pleine guerre en juin 1941, le 20 juin 1941 précisément. Pourtant, même si les années ont passé et que les témoins de cette tragédie ont tous disparu, une tragédie dont un malheureux hasard historique avait voulu que la cité phocéenne en soit l'involontaire et malheureuse vedette, je pense que l'assassinat du roi Alexandre sur la Canebière, par une douce journée d'octobre, assassinat dont on a voulu inconsidérément lui faire porter des responsabilités, tout comme l'effroyable incendie des Nouvelles Galeries, restera toujours profondément ancré dans la mémoire collective des Marseillais. Merci beaucoup.